Bonjour, salut à tous, madame, messieurs, et bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes. C'est la dernière de la semaine sur votre chaîne Equinox Télévision. La nouvelle expression parle d'alternance politique. Comment Kanto veut libérer Paul Biya, c'est le grand titre du journal ce matin. À l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, le candidat de la coalition de l'opposition à l'élection présidentielle est donc aux portes du pouvoir. Maurice Kamto revendique sa victoire pour libérer Paul Biya, otage donc d'un groupe de personnes et de lobbies, à lire en page 7 de la nouvelle expression. Le même journal parle de vote des anglophones, les organisateurs de la conférence générale préoccupés. Le collège des organisateurs de la conférence générale anglophone exhorte d'ailleurs la nation à examiner les causes de la non-participation même de la quasi-totalité des populations de régions du nord-ouest et du sud-ouest à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. C'est en page 8 de ce journal. Le journal parle également de ce maire, le maire de Kumbo, libéré. L'élu du Social-Démocratic Front a donc retrouvé la liberté après 24 heures entre les mains de ses ravisseurs en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la présidentielle avec Yonder Black qui soutient Maurice Kamto. L'ancien bâtonnier appelle les Camerounais à ne pas tomber dans le piège de la manipulation orchestrée par le gouvernement en page 6. Et également, on parle du sport avec la Fédération camerounaise de football. Tombi Aroko hors-jeu, des faits relevés par l'audit devrait donc livrer l'homme à la guillotine du code éthique nouvellement adopté. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le quotidien Le Messager qui est disponible dans les kiosques parle du Nord-Ouest avec le maire de Kumbo qui a été donc kidnappé par des séparatistes présenté comme l'un des premiers responsables du Social-Démocratic Front, a été donc enlevé par les séparatistes depuis le début de la crise anglophone. C'est dans le journal en page 2. Le journal parle également de la Fédération camerounaise de football, ce qui a changé dans les textes, c'est en page 10. Et puis, on peut lire aussi ce qui se déroule à Douala. La police qui saute donc sur les lieutenants de Maurice Kamto, la conférence de presse que donnait donc Albert Zongan, Maître Yondo Black, Fried et Wilfried Ekanga, et bien entendu Maître Ndoki, Michel. Hier à Douala a été donc interdite donc cette conférence sur ordre du préfet du département du Vouri en page 3. Et on parle également de l'affaire Vietel Cameroun dans ce journal. Les deux parties en tout cas se regardent en chef de faïence depuis quelque temps, malgré notamment la victoire de la partie camerounaise, à partir notamment de ce que le tribunal de première instance du Fundi a donc rendu comme verdict. C'est à lire aussi dans le journal disponible ce matin, le quotidien Le Messager. Et puis l'aide du Sahel qui est dans les kiosques parle donc d'un Gaoundéré premier. Le sous-préfet séquestre 2 journalistes, c'est en page 2 du journal, page 3 précisément, et on parle également de la santé publique avec la science ou la sciatique, donc une pathologie qui gagne du terrain à l'extrême nord, c'est ce que dit le journal également ce matin. D'autres informations aussi sont contenues dans le journal Les du Sahel, disponible dans les kiosques. Le journal Mutation parle de l'élection présidentielle, nouvelle révélation sur les faux observateurs, c'est ce que on lit dans le journal en page 7, et d'autres informations également, toujours dans les kiosques ce matin. Info Matin parle de coup de théâtre. Le vainqueur autoproclamé demande l'annulation du scrutin. C'est ce que dit le journal en page 3. Le journal s'intéresse aussi à la présidentielle 2018 avec le patron du comité central du RDPC qui échoue chez lui. C'est ce que dit le journal. D'autres informations aussi à lire dans le quotidien Info Matin de ce matin. Et puis le journal Le Quotidien de l'économie parle donc transaction, une opposition à la vente de la BISEC. Ce que dit le numéro de ce matin. Et puis parlant du contentieux électoral, Univers, SDF et MRC pour l'annulation de la présidentielle, c'est dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Émergence aussi parle de la présidentielle. Maurice Kamto a-t-il eu raison de revendiquer la victoire? C'est une grosse question ce matin, mais 10 experts s'affrontent sur cette question véritablement, et c'est à découvrir dans le journal Émergence, qui s'intéresse aussi à Douala avec la conférence de presse de Kamto interdite. D'autres informations également à lire dans le numéro disponible ce jour. Et on va dire un mot sur le journal Essentiel qui parle donc en attendant le verdict. Ce matin, Paul Biya, confiant et serein, c'est ce que dit c'est le dossier proposé par le numéro disponible aussi dans les kiosques. Voilà ce que la presse nous propose. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Nogo, bonjour à tous les inconditionnels de votre programme. Merci d'être avec nous également ce vendredi. En face de vous, il y a Camille Nélé qui est donc là. Bonjour Camille. Flavien Valonogo, bonjour. Georges Semé, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, avec vous, nous faisons un tour dans
les tabloïds, ce que la presse propose et notamment le traitement réservé à ces différents sujets. On parle donc de l'alternance politique dans la nouvelle expression. Comment Kamto veut libérer Paul Biya. C'est à l'issue donc de la présidentielle du 7 octobre dernier, selon le journal ce matin. On apprend d'ailleurs que Maurice Kamto revendique sa victoire pour libérer Paul Biya, otage d'un groupe de personnes et de lobby. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Il faudra d'abord comprendre que l'événement du jour, c'est la conférence de presse qui a fait courir et la police et les journalistes hier, parce que très tôt, hier matin, les journalistes avaient été informés qu'il y avait une conférence de presse au domicile du bâtonnier Maître Yono Black, une conférence de presse organisée par Maurice Kamto et le MRC. Avant que les journalistes n'arrivent, ils ont trouvé tous les secteurs complètement minés. Il y avait la police partout. Bon, entre-temps, je pense que M. Kamto et son bureau ont pris des dispositions pour aller organiser la conférence de presse ailleurs. Et elle a été organisée au domicile de M. Zongang. D'ailleurs, les journalistes qui ont pu suivre l'événement ont eu le temps de se retrouver dans le domicile de M. Zongang, où Maurice Kamto était entouré du bâtonnier Yono Black, de Albert Zongang, de Ekanga Wilfried, de Maître Ndoki, et bref, de tout son staff, quoi. Bon, il a fait un certain nombre de déclarations, et il faut aussi dire et préciser que cette conférence de presse assez impromptue a été interrompue par les commissaires de police qui ont suppisté les journalistes et qui sont arrivés et qui ont mis fin à cela. Mais il faut aussi reconnaître que cette conférence de presse avait été interdite sur instruction du préfet de Vaury parce qu'il estimait, en tant que patron de la ville, que cette manifestation n'avait pas obtenu d'autorisation. Bon, M. Kamto a beau arguer que c'est une manifestation qui se faisait dans un domicile privé avec des personnalités, mais le préfet avait le droit d'estimer que cette manifestation, faite même dans un cadre privé, aurait l'incidence de troubles à l'ordre public. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été interdit. Néanmoins, M. Kamto a pu faire passer son message et on retrouve l'information aussi bien dans les tabloïds ce matin que dans tous les journaux. Très bien. Alors, c'est vrai que Kamine est parti d'un sujet pour l'autre. On devrait, en principe, on allait en tout cas évoquer la question de cette conférence qui a été quelque peu perturbée, même si elle a fini par se tenir dans un lieu outre que celui qui était prévu. Alors, la nouvelle expression qui est revenue sur d'abord la question comment Kamto veut libérer Paul Biya également. C'est un sujet à lire en page 7. Lui qui pense qu'il est embrigadé ou entouré par un groupe de personnes et bien entendu des lobbies qui empêchent Paul Biya de pouvoir prendre une décision à sa volonté. Vous savez, c'est une information extrêmement difficile à interpréter parce que nul ne saurait dire que le président de la République serait emprisonné par des lobbies ou alors par des groupuscules qui ne voudraient pas qu'il quitte le pouvoir. Donc je vais rester très mesuré dans mon analyse à propos. Mais par contre, sur ce titre qui dit que comment Kamto veut libérer Biya, ça je me réfère tout de suite à sa déclaration de lundi dernier où il invitait le président sortant à assurer une transmission du pouvoir paisible. Je pense que si on fait une interprétation juridique en seconde lecture de ce que voulait dire M. Kamto, il apparaît clairement que M. Kamto veut libérer Biya et il a promis de lui assurer une protection, lui et sa famille. Et il n'y a pas que M. Kamto qui a abordé dans ce sens-là. M. Kabal-Libessi aussi l'a dit que si il s'avérait, s'il était établi que lui, il gagnait cette élection présidentielle, M. Biya allait obtenir de sa part d'une retraite paisible. Donc ce sont des discours politiques qui relèvent de la surenchère actuelle dans le cadre de cette élection présidentielle. Donc, je pense que c'est une conjoncture tout à fait normale en période post-électorale. Ça permet à chaque candidat de mettre la pression sur le pouvoir et de surenchérir son offre politique ou alors se positionner en perspective des élections qui vont être proclamées par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est tout à fait normal que chaque leader politique qui a participé à cette élection puisse effectuer des sorties, même si quelquefois on observe qu'il y a un peu de manipulation ou alors on verse quelque peu dans
du tribalisme ou alors dans une sorte de repli identitaire, mais ça fait partie du jeu politique dans le cadre de cette élection présidentielle. Très bien. Alors, comment Kamto veut libérer Paul Biya? C'est ce qu'on lit en page 3 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Et parlant du second sujet évoqué par Camille, il est déjà. C'est un sujet qui fait le tour de la presse. Parlant de la présidentielle, Yondo Black soutient Maurice Kamto. L'ancien bâtonnier appelle les Camerounais à ne pas tomber dans la manipulation, dans le piège de la manipulation, donc orchestré par le gouvernement. Oui, ça, c'est dans La Nouvelle Expression. Oui. Il y a également le journal Émergence qui pose également la même question, qui s'intéresse à ce même sujet, conférence de presse de Kamto interdite à Douala, et aussi le quotidien Le Messager qui s'intéresse donc à la police qui saute sur les lieutenants de Maurice Kamto dans la capitale économique. Oui, je n'avais pas évidemment dit un mot sur cette conférence qui a été quelque peu avortée parce que je n'ai pas pris part à elle, mais je crois que j'en ai pris un bout. J'en ai pris un bout parce que il y avait une partie de ping-pong qui s'exerçait entre les organisateurs de la conférence et les autorités administratives par le biais de la police. Premièrement, comme l'a rappelé le doyen, c'était annoncé au domicile de M. Yondo Black vers Aqua. Après, il y a eu cette escouade du groupement mobile d'intervention, la gendarmerie et la police qui sont venus empêcher que se tienne cette conférence de presse. Et M. Yondo Black était obligé de dire qu'il n'y a rien ici, allez voir ailleurs. Or, il y avait déjà des consignes qui avaient été données qu'on se retrouve au siège du MRC à Daïdo. Arrivé au siège du MRC, malheureusement, certes, il y avait déjà une présence discrète de la police, mais il n'y avait personne du MRC. À ce moment précis, se tenait la même conférence de presse au domicile de M. Albert Zonga. Donc on a été... alors c'était un peu une sorte de jeu de ping-pong. Oui, il y avait une sorte de jeu à cache-cache entre les militants du MRC et les autorités administratives. Et ça m'a fait penser un peu à cette ambiance qu'on a observée, qu'on a vécue à Douala lors des années 90, qu'on a qualifié parfois des années de braise, où il y avait ce spectacle de cache-cache entre les autorités policières, les autorités administratives et les partis politiques de l'opposition qui pensaient qu'ils pouvaient renverser le régime à cette époque. Cette année, en 2018, on observe encore même, le même spectacle, même si ce n'est pas assez au même niveau que lors des années 90, mais quand même, il y a de la tension et au moment où Wilfried Ekanga, qui est un militant du MRC, voulait effectuer sa déclaration, il y a eu cette entrée dans le domicile de M. Zonga demandant un arrêt de cette conférence de presse parce que, à la demande du préfet du Vouri, parce qu'elle n'avait pas été déclarée et ils n'ont pas obtenu d'autorisation. Donc ça a provoqué quelques échauffourées, dont celle de M. Zonga, le propriétaire des lieux, qui a dit qu'ils sont entrés par effraction et qu'ils n'en avaient pas du tout le droit. Dans la déclaration de M. Yondo Black, effectivement, et ça c'est en rapport avec la fenêtre de nos confrères de la Nouvelle Expression, Albert Zonga a dit qu'on voudrait attribuer certains troubles post-électoraux au MRC. Et là, il a tiré dans l'attention des Camerounais pour dire qu'il s'agit tout simplement d'une manipulation qui a été orchestrée par le pouvoir pour mettre au dos du MRC le chaos qui est déjà planifié par ce même pouvoir. Donc c'est un peu la substance de la déclaration que nous avons tirée de cette conférence de presse. Alors Camille Nelly, c'est vrai que vous vous êtes prononcé là-dessus, mais il y a quand même pas forcément sur la plupart des tabloïds, puisqu'on a fait le tour tout à l'heure. Chacun a trouvé en tout cas un titre pour essayer de élucider un peu ce qui a été dit lors de cette conférence, quelque peu perturbé. Oui, mais je voudrais d'abord commencer par noter la présence significative de Maître du bâtonnier, Maître Yondo Black. Beaucoup de jeunes de votre génération ne le savent pas. Mais la démocratie est arrivée au Cameroun parce que Maître Yondo Black a été arrêté en février 1990. Tout a commencé ici, tout a été déclenché avec l'arrestation de Yondo Black et de Kananissé, Bongo Henriette. Et bref, 11 Camerounais qui s'étaient réunis chez Maître Yondo Black pour écrire un manifeste. C'est après son arrestation, après sa condamnation, après son amnistie par le président de la République, que John Fundi a décidé de marcher dans la rue en invoquant l'article 5 de la Constitution qui dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc Maître Yondo Black, c'est une figure emblématique, mais les gens ne le savent pas, peut-être parce qu'ils ne parlent pas suffisamment, ou il a donné l'impression d'être quelque peu désintéressé. Donc sa présence dans cette réunion de Maurice Kamto est assez significative. Il faudrait qu'on l'interprète à plusieurs niveaux. Et maintenant, quand on voit qu'autour de Maurice Kamto, il y a Zonga Albert, qui a même abrité cette conférence chez lui, qui a été l'un des plus grands militants du RDPC dans les années jusqu'aux années 90. Ça veut dire qu'il y a autour de Maurice Kamto une certaine dynamique qui connaît très très bien le régime et le fonctionnement du régime. Bon. Maintenant, quant à
se présenter comme celui qui veut libérer Paul Biya de son lobby. Effectivement, il s'est toujours écrit dans les journaux que Paul Biya ne serait responsable de rien et que c'est son entourage qui ferait des choses, qui empêcherait, qui demanderait même qu'il ne parte pas et tout cela. Donc, cette litote tendant à présenter Maurice Kamto et ses compagnons comme ceux qui veulent libérer Paul Biya de cette gang, moi, elle est assez amusante. Mais ce qui retient mon attention et que je ne comprends pas trop, il faudrait bien que M. Maurice Kamto nous éclaire là-dessus. Pendant qu'il revendique la victoire et pendant qu'il est en train de s'engager comme celui qui veut libérer le Cameroun, pendant ce temps, il demande l'annulation de l'élection. Moi, je dis que je pense que quelque part... L'annulation partielle. Oui, mais non, le partiel, pendant que d'autres demandent l'annulation totale. Donc moi, je dis qu'on ne peut pas vouloir se battre sur le terrain du droit, et encore que là, il est très à l'aise, c'est son terrain, et on peut lui faire confiance qu'il va suffisamment trouver des arguments de droit. Il est vrai qu'il sera aussi face à des juristes et à des magistrats de haut niveau, mais je ne comprends pas de deux choses l'une. Ou bien, il se place il prend la posture de celui qui a décelé suffisamment. Alors, on peut revendiquer sa victoire tout en émettant également des réserves sur certains points. Mais en fait, on va revendiquer la victoire et demander l'annulation de l'élection. On peut choisir un volet qu'on ne comprend pas beaucoup et pourquoi là-bas on n'a pas pu avoir telle ou telle autre chose et on peut mettre des réserves là-dessus. Je parlais tout à l'heure de l'aspect conjoncturel des sorties de chaque candidat. Et Maurice Kamto est le conjoncturel par excellence parce que non seulement il fait de la surenchère politique, mais également il joue avec les mots. Pour revenir à sa déclaration de lundi dernier, il a clairement laissé entrevoir dans ses propos que c'est lui qui est le vainqueur de l'élection. Et nos confrères d'émergence ont à juste titre posé cette question. Maurice Kamto a-t-il eu raison de revendiquer la victoire? Donc il a joué savamment avec les mots en mettant le président sortant dans la posture du perdant, en lui demandant de transmettre, d'opérer tous les mécanismes de transmission du pouvoir. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est lui qui a gagné en seconde lecture, en second degré de lecture de ses propres propos. Mais maintenant, dans un sens strictement juridique, bien évidemment, il a tout à fait tort, pour répondre à la question de nos confrères d'émergence, il a tort de se mettre dans la posture de celui qui a gagné les élections, parce que le code électoral prévoit bien évidemment dans son article 137 qu'il appartient au Conseil électoral d'arrêter et de proclamer les résultats, même si M. Kamto n'a pas proclamé les résultats, mais au second degré de ses propos, il a laissé entrevoir que c'était lui le vainqueur. Oui, ça c'est des supputations. Voilà, c'est des supputations. Oui, donc, on va laisser le soin maintenant au Conseil électoral. Il sait ce qu'il fait. Mais vous avez vu qu'au lendemain de sa déclaration, c'était une déferlante sur les unes des journaux disant que Maurice Kamto s'était autoproclamé vainqueur. Dans un premier temps, il ne s'est pas autoproclamé vainqueur. Voilà. C'est pour ça que je parle au second degré, lorsqu'il faut faire l'interprétation de ses propos. Et bien évidemment, personne ne viendra brandir le contraire ici. Je pense que l'article 132 réserve encore au Conseil constitutionnel la latitude de proclamer les résultats. Mais ça renvoie également à l'article 113 qui a fait polémique sur la publicité des résultats après le dépouillement. Bien évidemment, ces résultats, lorsque le dépouillement est effectué, ils sont rendus publics. Mais lorsqu'ils sont rendus publics, ça veut dire qu'ils sont accessibles au public. Mais on ne demande pas à quiconque de les rendre publics. Il n'y a que Elekam qui devrait le faire. Et bien évidemment, je donne raison à MRC qui pense que Elekam devrait, au fur et à mesure, rendre publics les résultats. Et ça pose également le problème de la diffusion de ces résultats. Elle est strictement interdite, parce qu'il n'appartient qu'à Elekam de le faire et à quiconque autre personne. Et sur la proclamation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien évidemment le Conseil constitutionnel qui a le devoir constitutionnel de le faire. Alors, donc on dans un délai de 2 semaines à compter de la fin du scrutin. Elekam fait faux sur... oui, Elekam devrait... Ça se passe au Gabon actuellement. Il s'est tenu les élections législatives et l'organe en charge d'organiser les élections, au fur et à mesure qu'il reçoit les procès-verbaux, les rendre publics. Pourquoi ça ne peut pas être le cas au Cameroun, alors que l'article 113 dit bien évidemment que après le dépouillement, les résultats sont rendus publics. Mais maintenant, sur la qualité de celui qui devrait les rendre publics, c'est bien évidemment Elekam qui devrait le faire. Camille. Et il y a aussi la fiabilité même des résultats, parce qu'il est aussi autant spécifié dans le code électoral que seuls les procès-verbaux font foi et ils sont proclamés par Elekam. Ça veut dire que vous allez avoir vos chiffres, vous allez avoir, mais seulement ces chiffres ne pourront être confrontés qu'à ceux d'Elekam qui font foi dès le départ à la base. C'est pour ça que moi je dis que même au niveau du contentieux, quand des personnes vont apporter leurs chiffres, ces chiffres seront confrontés à ceux d'Elekam qui déjà d'office
sont la référence. Donc, le combat du code de contention ne fait que commencer. On va bien voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il que l'émergence a posé la question, Kamto avait-il raison de revendiquer la victoire. C'est une question piège, hein? Il n'a pas revendiqué sa victoire. C'est une question piège. Mais il a un pool de communication qui a dit, faute à propos camerounais, que non, c'était plutôt un mode de communication subliminal. Non, il joue avec les mots, bien sûr. Il joue avec les mots. Et celui qui ne comprend pas très bien le sens, c'est-à-dire l'esprit des propos de Moïse Kamto dira tout de suite qu'il a revendiqué sa victoire. Ah, voilà. Lorsqu'on prend ça en seconde lecture, au second degré, c'est pour ça que c'est subliminal. Il apparaît que c'est lui qui se projette en tant que vainqueur. Ça joue dans le cerveau, c'est subliminal. Ça joue dans le cerveau, c'est-à-dire que même si dans le sens, sur le plan, sur la forme littérale, il ne l'a pas dit, mais on se dit que c'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'on a bien parlé d'une communication subliminale, ce qui est d'ailleurs constaté aujourd'hui. Alors vous n'allez pas éplucher la pensée de quelqu'un tel que vous faites en ce moment alors qu'il est... Non, et votre communication subliminale, lui il est maître de sa pensée, mais vous savez qu'en droit, les mots valent leur pesant d'or. Et on dit souvent que dans le contexte juridique, voilà, dans le contexte juridique, il y a la lettre et l'esprit de la lettre, bien évidemment. Et il sait à quoi s'en tenir lorsqu'il a entamé cette démarche. Mais maintenant, je crois que pour parler de la communication subliminale, au même moment, lorsqu'il effectuait cette sortie, il préparait également dans les délais constitutionnels le dépôt des recours en annulation. Et on a vu qu'il a déposé des recours qui portent sur des motifs divers, comme à la crise anglophone, où il n'a pas pu se déployer. Également l'accession au fonds de campagne qui sont venus de façon tardive selon lui, mais également l'affichage qui a été selon lui irrespecté par le RDPC. Donc, au même moment, il y avait cette démarche qui était effectuée par le MRC pour contester partiellement des élections dans ces régions. Alors, la plupart des tabloïds reviennent ce matin sur la conférence quelque peu perturbée à Douala, même si on a observé qu'il y a eu véritablement conférence, la presse était présente, elle a pu avoir ce qu'elle voulait avoir, et aussi avec ces acteurs qui étaient réunis au domicile de Albert Zongan. Donc, c'est à lire dans la plupart des journaux ce matin. La nouvelle expression parle également de la région du Nord-Ouest avec le maire de Kumbo qui a été finalement libéré après avoir passé 24 heures entre les mains de ses ravisseurs, même si aujourd'hui le messager estime qu'il n'est pas encore libéré. Ben, on pense que le messager est en retard d'un épisode, mais ce n'est pas grave parce que pendant que le messager publiait cette information, d'autres journalistes, d'autres journaux affichaient sa libération. Mais ce que je voudrais dire, il faudrait que les journalistes fassent attention aujourd'hui parce que dans beaucoup de ces journaux, on a parlé du maire de Kumbo enlevé par des sécessionnistes ou par des séparatistes. Il faudrait que les journalistes apprennent à faire le distinguo. Ce n'est pas parce qu'un homme est armé qui vous enlève que c'est forcément un séparatiste. Parce que, je l'ai souvent dit, et d'ailleurs, les forces de l'ordre ont eu l'occasion de le constater, il y a parmi ces gens qui ont des armes aujourd'hui énormément d'hommes armés, mais qui ne font que du grand banditisme. Donc, je pense qu'il serait plus exact pour un journal de dire que des hommes armés ont enlevé le maire. C'est plus simple, c'est moins... et puis, ça valorise moins des séparatistes qui, eux-mêmes ont du pain en mode ces derniers temps avec la présence militaire qui tient vraiment pratiquement l'entièreté du terrain. Mais le kidnapping de ce maire établit qu'il faudrait bien que les autorités, aussi bien politiques qu'administratives, prennent encore plus davantage de précautions maintenant au moment de leur déplacement parce que les séparatistes tiennent absolument à tenir la dragée haute et à maintenir cette espèce de psychose de leur présence et de leurs actions sur le terrain. Qu'a-t-il vu? Qui l'a enlevé? La presse ne nous renseigne pas assez sur cette question. Oui, mais les investigations poussées nous ont fait penser que ce sont les Ambazonia Defense Forces qui sont une composante armée des séparatistes qui est très très radicale et qui écume dans ces régions anglophones. C'est vrai qu'il y a ce son dissonant entre le messager et la nouvelle expression sur la libération ou alors le maintien en détention du maire de Kumbo. Mais je pense que il y a également l'effet réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux, on nous a annoncé qu'un groupuscule a revendiqué la détention du maire, mais d'un autre côté, pour ceux qui défendent, qui sont contre le sécessionnisme et qui sont des anglophones, disent que en fait ce n'était pas lui. Mais nous avons poussé nos investigations comme le demande notre métier, bien évidemment. Il s'en est suivi qu'il a été enlevé maintenant sur sa libération. Nos confrères de la nouvelle expression nous apprennent que
sous la plume de David Nourou, qui est une plume quand même assez objective, qu'il a été libéré, alors que dans le messager, on nous dit qu'il n'a pas été libéré. Donc il y a ce décalage d'informations ou alors cette différence de source d'information qui fait que le lecteur aujourd'hui est jeté en partie entre ces deux titres. Mais je pense qu'il faudra être plus fixé sur la chose, peut-être pourquoi pas dans les prochaines heures. Très bien. Alors donc le maire de Kumbo, libéré, l'élu, le journal fait quand même une précision que c'est l'élu du Social Democratic Front à retrouver la liberté, donc c'est l'une des premières personnes de ce parti. Oui, on a été tout à fait surpris. On a été tout à fait surpris de constater que c'est un élu SDF qui a été enlevé parce que depuis le démarrage de cette crise, il n'y avait pas eu d'attaque, il n'y avait pas eu d'enlèvement à l'endroit des représentants des partis politiques de l'opposition. C'était toujours soit les autorités qu'on dit être inféodées au RDPC qui étaient enlevés ou alors des militants du RDPC qui étaient enlevés. Mais cette fois, un maire, un élu SDF qui a été malheureusement enlevé. Et on pense quand même que raison de cet enlèvement, ou est-ce que c'était un enlèvement crapuleux ou alors c'était un enlèvement stratégique? Et comme le disait le doyen, je crois que parler de séparatistes ou de sécessionnistes serait très hasardeux lorsqu'on est journaliste. Il faudrait plutôt parler d'une bande armée parce qu'on n'a pas les véritables motifs ou les raisons qui ont poussé ces personnes à enlever le maire de Kumbo. Alors, vous aurez à faire un tour dans les kiosques pour lire également ce que la presse a réservé comme traitement à ce sujet. Et donc, le journal essentiel de ce matin parle donc de qui est dans l'attente, comme bien d'autres, comme plusieurs Camerounais dans l'attente des résultats, dit que Paul Biya est confiant et serein. Donc, il attend les résultats. On ne devrait pas s'inquiéter sur ce plan. Il attend, il est serein. C'est que il attend tranquillement que les choses se déroulent, que les choses arrivent au niveau du Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel donne les résultats. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de se battre pour éviter qu'on se retrouve dans la situation du président de la Cour suprême qui avait dit qu'il n'a lu que ce qu'on lui avait donné. Mais Paul Biya, au vu des résultats, au vu des rapports qui lui parviennent, je pense qu'il est serein, tout comme M. Kamto aussi, qui, si le nombre s'en tient à sa bonne voie, reçoit aussi un certain nombre d'informations qui aussi le mettent dans une position de sérénité, parce que lui aussi dit être serein. Donc, Paul Biya est serein, tous attendent, et moi je pense que, comme l'a dit Joshua aussi, il faut attendre, et après, maintenant, on verra. Donc, Paul Biya aussi ne va pas entrer dans le domaine de l'assurance pour commencer à revendiquer ceci ou cela. Ça n'entre pas dans sa nature ni dans son modus operandi, mais tu est-il qu'il ne peut qu'être serein. Alors, il est serein? Oui, lorsque on nomme les membres de l'ECAM, les membres du Conseil électoral et de la direction générale de l'ECAM, on nomme le président du Conseil constitutionnel, on a toute une machine financière et humaine pour se déployer sur le terrain électoral. Je pense qu'on ne peut être que serein, même si on observe qu'il a juste effectué une campagne électorale dans une seule région, une région qui est, comme on dit, la fille aînée du renouveau. La fille aînée du renouveau parce qu'elle a le plus d'inscrits et c'est là-bas que, au RDPC, on pense qu'il faut battre campagne. On ne peut que être serein parce que on devrait certainement gagner dans l'extrême nord. Donc, il attend tout aussi sereinement, moins que les autres candidats de l'opposition qui, eux, gesticulent un tout petit peu parce qu'ils voient en face d'eux un certain rouleau compresseur qui est assez inquiétant pour leurs résultats. Et je vous rappelle que parmi les 18 dossiers de contentieux qui ont été reçus par le Conseil constitutionnel, il n'y a pas un seul du RDPC. Donc ça confirme bien évidemment la une de nos confrères de l'essentiel qui disent que du côté du RDPC et de leurs candidats, on est certainement très très serein. Alors surtout que de ce côté également, on n'a pas relevé d'irrégularité durant le scrutin du 7 octobre. C'est ce qu'on dit de ce côté-là également. Donc on peut lire aussi dans Mutation de ce matin qu'il y a les nouvelles révélations sur les faux observateurs. Écoutez, c'est une affaire qui fait des gorgées chaudes depuis la fin du scrutin présidentiel. Mais je pense que le débat est sur la qualité de ces individus qui ont été présentés à la presse et qui sont venus mener des observations dans l'élection présidentielle au Cameroun. Est-ce qu'ils appartiennent à Transparency International? Non, ils n'appartiennent pas à Transparency International. Ce sont des personnes qui ont observé les élections au Mali, et ils ont été formés par Transparency International. Donc, ils ne sont pas une ressource humaine de Transparency International. De deux, est-ce qu'ils ont reçu mandat, bien que n'étant pas personnel de Transparency International, est-ce qu'ils ont reçu mandat pour observer les élections au Cameroun? Non, ils n'ont pas reçu mandat et c'est la raison pour laquelle au Cameroun, à travers le représentant M. Charles Nguini de Transparency International et la fêtière qui est en Allemagne, ils ont désavoué complètement ces individus qui se présentaient pourtant déjà
à la CRTV, aux autorités camerounaises et devant le peuple camerounais comme étant un personnel de Transparency International. Donc je pense que ces révélations clarifient à suffisance le doute qui persistait dans l'esprit des Camerounais qu'il y a une affaire de faux observateurs de Transparency International, et j'en appelle, pourquoi pas, au contrôle a priori de nos autorités qui donnent des accréditations aux observateurs. Il y a eu, je crois, 4000 accréditations qui ont été données, mais est-ce qu'il y a eu un contrôle a priori minutieux qui a été effectué pour qu'on en arrive à ce type de scandale? Donc, je pense que c'est un faux tour, c'est un... Alors, la presse de dossier qu'il faut le sujet et clarifier auprès des populations. Ce matin, donc, la mutation qui revient et parle de nouvelles révélations sur cette question, même si on sait déjà que ce ne sont pas des personnes totalement habilitées à le faire, à venir surveiller les élections au Cameroun. Georges Sénéa a donné un certain nombre d'éléments assez concrets. Maintenant, moi, je pense que je préfère suivre la posture du professeur Kamto, le professeur Kamto qui a demandé une enquête. Il a demandé une enquête, qu'on nous dise comment ils sont arrivés, pourquoi ils sont arrivés ici, qui les a payés, qui les a logés, qui s'est occupé d'eux. Moi, je pense qu'on attend la suite de cela. Bon, le reste, le plus important a déjà été éventé. Leur non-qualité d'observateur, ils n'ont pas été envoyés par Transparency. Transparency les a désavoués. Bon, mais maintenant, comment sont-ils arrivés au Cameroun? Comment ont-ils pu obtenir un certain nombre de facilités? C'est une enquête. Et qui les a amenés à la CRTV? Parce que le Maurice Kamto également... Qui leur a facilité les choses. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'enquête est ouverte, on va bien le savoir. Très bien. Alors, donc, c'est à lire aussi dans Mutation de ce matin, qui parle donc de nouvelles révélations sur les faux observateurs. C'est en page 7 du journal, disponible dans les kiosques. On va lire un mot sur le journal Le Messager, Camille Nélé, qui parle également, qui revient sur l'affaire Vietel. Les Camerounais sont en difficulté un peu, d'un tout petit peu lorsqu'on parcourt quand même le sujet ce matin. Ils ne sont pas tellement en difficulté, puisque le tribunal du Fou vient de leur donner raison face à leur parti qui était en train de s'arroger toute la gestion de Vietel. Bon, là, aujourd'hui, ce n'est qu'une première partie parce qu'on en est encore à la première instance. Bon, pour le moment, tout laisse croire que, effectivement, la partie camerounaise est en train d'être, du moins, d'être restituée dans son droit et que, bon, maintenant, il faut une relecture, il faut une reconfiguration de la société et maintenant une nouvelle restructuration. Mais on en est qu'au début, parce que certainement les Vietnamiens vont faire appel, mais c'est une affaire qui est en train de faire les gorges. Plusieurs rebondissements. Absolument. Voilà. Georges? Oui, l'affaire en cours, je pense qu'on ne saurait la commenter, mais je crois que les deux parties ont certainement signé des documents d'exploitation et de cogestion de cette entreprise, et je souhaiterais qu'on reste dans le strict respect de ces accords qui ont été passés, et le tribunal, certainement, après avoir consulté ces documents, dira tout simplement le droit. Très bien. Alors, autre chose, c'est le sport, la Fédération camerounaise de football. On sait déjà que les textes ont été validés. Vous vous souvenez d'ailleurs, mais la nouvelle inspection qui fait savoir que Tommy Aroko, hors jeu finalement, des faits relevés par l'audit, devrait donc livrer l'homme à la guillotine du code éthique nouvellement adopté. Bien, on est content de savoir que du côté de la FECAFOOT, c'est la sérénité parce que depuis 6 ans quand même, il n'y a pas de fédération de football dans notre pays qui est un grand pays de football et qui s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu des bagarres, des réunions où les gens sortaient torse nu, couverts de sueur, mais aujourd'hui, la commission API, la commission API a quand même réussi à adopter les statuts. Laborieusement, malgré tout, les statuts avec une assemblée générale de 90 membres qui ratisse là tout sens sur tous les corps de métier et tous les acteurs du monde du sport, du football au Cameroun. On espère que ce premier pas qui a été franchi va continuer parce que la bataille n'est pas gagnée. Vous savez que le monde du football est extrêmement compliqué et au Cameroun c'est davantage compliqué avec les implications politiques que l'on observe de temps en temps. Très bien. Ce qui a changé dans les textes, également à lire dans le journal Le Messager. Ce qui a changé dans le temps, oui, bien évidemment. Je pense que cette commission a réussi à faire ce qu'on attendait d'elle. Mais moi, ce qui me surprend, c'est le cas Tombi Aroko. Depuis 6 ans, on nous a brandi des tas d'accusations, des tas de documents et même des tas d'éléments. Vous vous souvenez même qu'il avait été descendu d'un avion pour venir rendre compte à la justice. Mais on se rend compte que depuis ce temps-là, malgré toutes les preuves qui ont été balancées et dans les journaux et dans les instances judiciaires, M. Tombi Aroko, on ne demande toujours pas de compte. Bon, maintenant, on est en train de dire qu'il va tomber sous la guillotine du politique, mais il y a quand même une reddition de comptes, ça on ne comprend pas.
Voilà. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, la dernière de la semaine. Surtout sans excès. Comme non, ce sera avec modération. Et surtout, avec modération. Couvert. Allez, bon week-end. À vous également. N'oubliez pas les rendez-vous du week-end sur Equinox Télévision. Retrouvons-nous lundi, lorsqu'il sera 9h15.